agonisant. 150 questions. D'abord, je voudrais dire le bonheur que j'ai au Maroc. J'aime le Maroc. Vraiment, il n'y a pas besoin de m'applaudir pour ça. C'est sincère. Je me sens proche du Maroc, des Marocains. Et c'est curieux, voyez-vous, parce que moi qui ai un père qui est né en Hongrie, je devrais avoir un tropisme vers l'Europe de l'Est. Et plus ça va, plus je me sens méditerranéen. Et le Maroc, c'est un pays où je pourrais vivre. C'est un pays qui a bien sûr une histoire et une culture différente de la nôtre, mais on est tellement proches. Vous n'imaginez pas à quel point aujourd'hui le Maroc est important pour l'équilibre méditerranéen, car vous êtes un pôle, je dis un pôle, de stabilité. Et je veux dire également mon attachement, je le dis parce que c'est vrai, à la personne de Sa Majesté, le roi du Maroc, dont j'ai suivi vraiment avec beaucoup d'attention tout ce qu'il a fait, mis en œuvre depuis son arrivée sur l'accession au trône. Et je peux vous dire que je n'ai pas beaucoup d'exemples de trajectoire. Il y a eu autant de risques, autant d'étapes mesurées vers la modernité, ça veut dire que tout est résolu, qu'ici, et avec lui, et notamment dans la période que j'ai bien connue des printemps arabes, je veux dire que le Maroc a aussi donné une leçon de stabilité. Et vous savez, parfois, on a besoin qu'un regard extérieur vienne dire ce qu'il pense, parce que soi-même, on ne voit pas l'évolution de la société à laquelle on appartient et du pays qui est le sien. Donc merci, Monsieur le Président, de m'avoir invité. J'ai tout de suite dit oui. Et franchement, ça m'aurait fait de la peine de ne pas être invité. Puis ça me permet de retrouver mon ami Jean-Louis Borloo, avec qui nous avons gouverné ensemble et qui, je crois pouvoir le dire, partage le même amour que moi pour le Maroc et la société marocaine. Monsieur le Premier ministre Zanzo et puis tant d'autres amis. Le devoir d'amitié, il doit s'exprimer dans une chose. La sincérité, la liberté de ton. Franchement, je ne suis pas là pour résumer ce qu'il y a dans le journal, ou plus exactement ce qu'il n'y a pas dans le journal. Donc, je vais vous parler très franchement, devant notre ambassadrice de France, que je salue. Ça ne veut pas dire que j'ai la vérité, mais je vais vous dire très librement ce que je pense. Et finalement, c'est le grand avantage de cette situation, quand on n'est pas aux affaires. On a non seulement une possibilité de liberté, mais un devoir de liberté. Vous parlez du G7, quel est le problème aujourd'hui? Le problème est très simple. Nous sommes au XXIe siècle et nous avons les institutions internationales du XXe. Ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner. Le premier G7 auquel j'ai participé, c'est celui d'Alligeldheim, présidé par Madame Merkel. Et c'était fantastique. J'ai tout de suite compris que ça n'allait pas, car nous avions, à 8, on était 8 à l'époque, une discussion pendant 2 jours, et la moitié du 3e jour, on invitait à traverser le monde un certain nombre de pays qui n'étaient pas membres du G8, des pays de détail, la Chine, l'Inde, le Brésil, à l'époque l'Algérie. Et j'avais dit à Mme Merkel, mais tu te rends compte que tout ça est ridicule. Les 5 invités du 3e jour représentent à eux seuls 2,8 milliards d'habitants et ils ne sont pas dans le coup. Quelle est la vérité? Pendant 5 siècles, l'Occident a dominé le monde. C'est fini. L'axe du monde a muté, à mon avis d'ailleurs assez définitivement, sur un axe d'ouest en est. Quand vous pensez
qu'au Conseil de sécurité comme membre permanent, il n'y a pas un pays africain, il n'y a pas un pays arabe, il n'y a pas l'Inde, il n'y a pas le Japon, il n'y a pas un pays d'Amérique du Sud. Ça signifie quoi? Ça signifie que le marché mondial s'est installé sans que l'ordre mondial ne soit installé. Nos institutions internationales ne correspondent plus à la réalité du monde. Alors, vous me parlez du G7 à Biarritz. Je trouve que le président Macron a bien fait de recevoir le président Poutine et d'essayer de rapprocher la Russie et l'Europe. On a besoin de la Russie. Le président Poutine est un interlocuteur difficile. J'ai eu beaucoup de désaccords avec lui, mais c'est un homme avec qui on peut parler. En tout cas, c'est une folie de ne pas discuter avec la Russie. Et il n'y a rien de plus important aujourd'hui que de poser les bases d'une nouvelle organisation mondiale qui tiendrait enfin compte de la réalité des rapports de force dans le monde du XXIe siècle et dans le monde d'aujourd'hui. C'est un scandale qu'il n'y ait pas de pays africain, qu'il n'y ait pas de pays sud-américain, qu'il n'y ait pas de pays arabe, qui compte dans les grandes organisations internationales. Alors, je terminerai par ça. Moi, j'ai créé le G20, qui était une réponse à la crise, mais surtout l'amorce d'une réflexion sur ce que devait être la nouvelle organisation mondiale. Je ne sais pas si vous avez vu cette série fantastique Downton Abbey. Si vous ne l'avez pas vue, je vous la recommande. Et j'ai compris en regardant Downton Abbey que le XXe siècle avait en vérité commencé en 1919, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Eh bien, le XXIe siècle doit commencer maintenant et par une réflexion sur ce que devrait être une organisation internationale du XXIe siècle pour le monde d'aujourd'hui. Bon, c'était pas votre question, mais c'était vraiment ma réponse. De nombreux analystes pensent que nous sommes à la veille d'une nouvelle crise financière. Alors vous qui avez eu en 2008 une démarche volontariste avec la chancelière allemande pour limiter les dégâts lors de la crise des subprimes, et vous aviez décidé d'agir plutôt que de subir. Quelle est votre conviction? Crise, pas crise? Si oui, à quel horizon et quelles en seront les principales causes? D'abord, celui qui annonce une crise, il a forcément raison, parce qu'elle arrivera forcément. Il n'y a pas de risque de se tromper. Grosso modo, ça fait 10 ans qu'on a un cycle haussier. 10 ans, c'est très long. Alors, quand elle se produira, comment, où? Bon, je voudrais dire une première chose. Je pense que les crises sont toujours des opportunités. Souvent, on dit, mais tu n'as pas eu de chance pendant ton quinquennat. Il n'y a pas eu une crise, deux crises en vérité. La crise de 2008, Lehman Brothers, et la crise de 2010, deux crises. Mais la crise, mes chers amis, pour les entrepreneurs marocains, il faut bien comprendre que la crise est un accélérateur de prise de décision, que la crise permet de surmonter des immobilismes qu'on ne peut pas surmonter en période de stabilité. Donc c'est toujours une opportunité. C'est toujours une chance. Je vais peut-être vous dire quelque chose qui va vous choquer. C'est comme la maladie. Il y a une grâce dans la maladie. La maladie, elle vous détruit ou elle vous change. La crise, elle vous balaye ou elle vous change. Et c'est une opportunité de changement. Alors, quels sont les risques aujourd'hui? Très grands. Pour une raison assez simple. Par rapport au décimal près, mais si vous regardez l'évolution du PIB mondial depuis 1994, il a grosso modo été multiplié par 2. Et la masse monétaire mondiale, sur la même période, elle a été multipliée par 16. Alors, Lionel, je ne sais pas si c'est 15 ou 16, 14 ou 7, peu importe. Ce que je veux dire par là,
c'est qu'on est rentré dans une politique qui a consisté à créer une monnaie qui ne correspond en rien à de la création de richesse. Le système d'économie de marché, grosso modo, était le suivant. Les institutions financières créaient de la monnaie à du prorata de la création de richesse, et le delta, c'était l'inflation. Les anticipations positives pour la titrisation. Sous l'effet de la crise, et je ne dis pas que c'était une mauvaise décision, je dis simplement ça, on a commencé, les banques centrales, à fabriquer de la monnaie totalement déconnectée avec la création de richesse. Mais totalement. Qu'est-ce que ça amène comme conséquence? Qu'il y a de l'argent, beaucoup d'argent, que l'argent étant produit en masse, il n'a plus de valeur, donc des taux d'intérêt, non pas zéro, négatif. L'argent, c'est un bien comme les autres. Si vous en produisez plus que vous en avez besoin, sa valeur diminue, voire elle est négative. Cet argent doit s'employer. Il s'emploie où? Dans des pays ou dans des secteurs spéculatifs. Et qu'est-ce qu'on peut être certain? Ce dont on peut être certain, c'est qu'une bulle spéculative, elle a vocation certaine à exploser. Grosso modo, pardon, c'est très simpliste ce que je dis, mais je vous assure, ça fonctionne comme ça. Donc, cette accumulation de monnaie s'investit spéculativement et ça va exploser. Ça, c'est sûr. À cela, vous rajoutez les originalités de M. Trump. Et tout le commerce mondial est absolument dépendant du pied avec lequel il se lève le matin. Donc si c'est ennuyé la veille, s'il y a eu un problème, on a une guerre commerciale avec la Chine. À mon avis, Boris Johnson est encore pire, parce que c'est un idéologue. Donc même énergie, même capacité à aller au-delà de tous les raisonnements raisonnables, mais en plus idéologue, parce qu'on n'est pas Trump. Au Brésil, vous avez quelqu'un qui est là uniquement pour faire plaisir à ses électeurs, quand même une des plus grandes démocraties du monde, 180 millions de personnes, et qui peut dire des choses atterrantes. Et donc, dans une pièce où il y a déjà beaucoup de vapeur d'essence, vous avez des gens qui se baladent avec un briquet, et de temps en temps, pour voir s'il fait jour, ils allument. C'est ça. C'est assez extravagant. On rendez quand même compte que la première puissance militaire du monde, la première puissance monétaire du monde, la première puissance économique du monde, explique qu'elle n'a rien à faire des affaires du monde. Ça a commencé avec Obama, pas commencé avec Trump. America First. Donc on est dans un univers instable et dangereux. Ici, je ramène à ma première réponse, sans instance d'arbitrage. C'est Twitter qui sert d'instance de dialogue et d'arbitrage. En 40 mots, on formule une pensée. Ça tombe bien, il n'y a pas de pensée. Enfin, quand même. Voilà. Et dans un système médiatique, oui, c'est exprès, où la seule chose qui compte, c'est le buzz. Donc peu importe que ce soit vrai ou faux, ce qui compte, c'est faire du buzz. Où on ne parle jamais des questions essentielles, et toujours des questions d'image. Exemple, naturellement, le dérèglement climatique est un sujet. Qui peut contester ça? Mais le dérèglement climatique est la conséquence d'un dérèglement démographique que la planète n'a jamais connu. Jamais.
On connaît bien Lagos, 22 millions d'habitants. C'est formidable de mettre le tri sélectif à Lagos, mais si Lagos passe à 42 millions d'habitants, tri sélectif ou pas, c'est une bombe climatique. Quand je suis né, c'est quand même pas si longtemps que ça, il y avait 2,5 milliards d'habitants sur la planète. Il y en a 7,5. 7,5 par 3. Des dérèglements climatiques, et Jean-Louis, qui était un excellent ministre de l'Environnement, s'en souvient, il y en a une quantité dans l'histoire de l'humanité. D'ailleurs, excusez-moi, il y a quelques millions d'années, il y a 80% de l'espèce du vivant qui a disparu. Il n'y avait pas d'hommes. À l'époque, si on considère que les premiers hominidés, c'est 3 millions d'années. Mais la bombe démographique, et je le dis ici, 7,5 milliards maintenant, 9 milliards dans 30 ans, 11 milliards à la fin du siècle. Jamais la planète n'a connu un choc d'une telle ampleur. Jamais. Et c'est certain. Pensez que dans 30 ans, le Nigeria aura plus d'habitants que les États-Unis d'Amérique. Et c'est un sujet, notamment pour le Maroc, qui a été un pays d'émigration et qui est devenu un pays d'immigration. Je ne dis pas que c'est facile, mais ce que je veux dire, c'est que parler du dérèglement climatique, c'est tout à fait nécessaire. Mais en parler en mettant sur le tapis le dérèglement démographique, ça n'a aucun sens. Voilà ce que je dis, voilà ce que je pense. Bien sûr que c'est beaucoup plus difficile de dire l'Afrique, votre continent, va passer en 30 ans de 1,2 milliard à 2,5 milliards. Vous pensez que ça n'a pas de conséquences? Est-ce que c'est pas ça? Donc, entre des institutions internationales qui n'ont pas de sens, une création de monnaie qui n'a pas de sens, et une évolution démographique où il n'y a même pas une institution internationale pour suivre l'évolution des choses, avec la Chine qui vient de décider, et on ne peut pas leur en vouloir, ils n'arrivent plus à payer les retraites, de mettre un terme à la politique du un enfant. Mes chers amis, il y aura à la fin de ce siècle plus d'habitants en même temps sur la planète que si vous additionnez tous les êtres humains depuis 3 millions d'années et ce qu'on est aujourd'hui. Il me semble que c'est des sujets. Alors, c'est pas pour ça, Jean-Louis, qu'il faut un contrôle des naissances, c'est pas du tout ce que je veux dire. Je veux dire qu'il y a un sujet massif. D'ailleurs, les pays de l'Afrique subsaharienne, comment ils pourront se développer si on continue avec une moyenne de 5 enfants par femme? Ah, je sais que c'est très politiquement incorrect de dire ça. Mais qui peut dire que c'est pas vrai? Qui peut dire que le problème ne se pose pas? Qui peut dire que c'est pas une bombe atomique qu'on a tous sur l'avenir de la planète? Toutes les espèces du vivant ont disparu un jour ou l'autre. Pourquoi? Parce qu'à un moment, il n'y avait plus de ressources. Parce que toutes les espèces du vivant, et les êtres humains aussi, ont vocation à disparaître. Donc c'est le sujet. Alors, pardon de plomber un peu l'atmosphère. Un peu. Quand même. Ça fait plaisir de dire des choses qu'on ne lit pas. C'est compliqué. Président,